Peux-tu y croire? En seulement 2 ans, voire peut-être moins, la NASA ambitionne de renvoyer des humains sur la Lune après des décennies d'absence. C'est la promesse de l'agence, mais de nombreux éléments clés du plan restent encore incertains. La bonne nouvelle, c'est que la volonté de la NASA d'accélérer et de rendre plus efficace le voyage lunaire a inspiré une vague de propositions innovantes, dont certaines semblent réellement prometteuses. La grande question est donc la suivante. La NASA dispose-t-elle enfin d'une voie réaliste pour ramener des humains sur la Lune? Et si oui, à quoi ressemble-t-elle concrètement? Tout d'abord, puisque l'atterrisseur lunaire est une variante du Starship de SpaceX, et puisqu'il doit impérativement être prêt pour Artemis 3, faute de quoi il n'y aura tout simplement pas de mission de surface lunaire, il est logique de commencer par examiner les options de SpaceX pour accélérer le retour sur la Lune. Dans une mise à jour récente liée à la mission, l'entreprise a déclaré « Depuis l'attribution du contrat, nous avons répondu de manière constante aux demandes de la NASA, alors que les exigences pour Artemis 3 ont évolué, et nous avons partagé des idées visant à simplifier la mission afin de l'aligner sur les priorités nationales », peut-on lire dans le communiqué. Celui-ci inclut également un nouveau rendu de l'intérieur d'un Starship lunaire habité. En réponse aux dernières demandes, nous avons partagé et évaluons formellement une architecture de mission simplifiée et un concept d'opération qui, selon nous, permettront un retour plus rapide sur la Lune, tout en améliorant simultanément la sécurité de l'équipage. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Développe-t-il littéralement un système différent? Lorsqu'on cherche une voie plus simple, l'idée consiste généralement à éliminer les éléments les plus complexes et à voir si le reste tient toujours la route. L'un des plus grands défis du plan actuel est le ravitaillement en orbite terrestre basse. En pratique, SpaceX doit lancer une version dépôt de Starship, puis la remplir à l'aide de plusieurs Starship ravitailleurs. Une fois le dépôt plein, la version atterrisseur lunaire de Starship est lancée, ravitaillée à son tour, puis se dirige vers la Lune. Elle attend en orbite lunaire un équipage à bord d'Orion, les dépose à la surface, puis les ramène en orbite. Combien de lancements de ravitailleurs cela nécessite-t-il? Les estimations varient énormément. Et honnêtement, personne ne le saura vraiment tant qu'il n'existera pas une version mature de Starship avec des données de performance réelles et un transfert et stockage de propergol dans l'espace éprouvé. Il existe toutefois une manière relativement simple de réduire le nombre de lancements de ravitailleurs. L'une des principales raisons pour lesquelles Starship a besoin d'autant de carburant est qu'il est conçu pour être entièrement réutilisable. Mais et s'il ne devait pas l'être? Une version consommable de Starship serait beaucoup plus simple à construire. Pense à tout ce qui pourrait être supprimé. Pas de volets, pas de tuiles de bouclier thermique, pas de réservoirs auxiliaires, et un système de guidage et de contrôle bien plus simple. Cela ne signifierait pas pour autant renoncer totalement à la réutilisation. SpaceX pourrait toujours récupérer le booster, qui est à la fois plus facile à réutiliser et qui abrite les moteurs les plus coûteux. Ils auraient pu commencer avec un étage supérieur simple et consommable, mettre des charges utiles en orbite plus rapidement, puis revenir plus tard au développement d'une version entièrement réutilisable de Starship. Autrement dit, ils auraient peut-être gagné beaucoup de temps de développement et été bien plus avancés en ne cherchant pas à rendre l'ensemble du système réutilisable dès le départ. L'utilisation d'un Starship optimisé mais consommable pourrait potentiellement réduire le nombre de missions de ravitaillement de près de 50%. Il y a des inconvénients, principalement des coûts plus élevés liés à la perte plus fréquente de matériel, mais c'est exactement ainsi que tous les autres systèmes de lancement ont fonctionné jusqu'à présent. La deuxième meilleure idée que nous ayons vue jusqu'ici est presque l'inverse de la première. Au lieu de tout rendre consommable et de chercher à tirer chaque once de performance de ce véhicule géant, que se passerait-il si l'on réduisait la taille pour rendre les choses plus gérables? L'une des principales critiques du concept original de Starship HLS de SpaceX est qu'une partie de la conception reste assez inefficace. On a réellement besoin de tous ces moteurs Raptor et d'environ 20 à 30 tonnes de masse sèche de réservoir,
que pour effectuer la manœuvre d'injection translunaire, TLI. Après cela, ils ne sont plus nécessaires. Pourtant, Starship transporte encore 30 à 40 tonnes de masse sèche inutile durant la descente lunaire, la remontée et le retour vers l'orbite NRHO, ce qui pénalise l'efficacité à chaque étape. L'idée centrale est simple. Starship HLS ne devrait pas effectuer lui-même la TLI. La manœuvre de TLI oblige le HLS à emporter une énorme quantité de propergol et de masse structurelle supplémentaires qui ne sont utilisées qu'une seule fois. Les estimations évaluent cela à environ 20 à 25 tonnes de réservoirs et de structures additionnelles. Une fois la TLI terminée, tout cela devient un poids mort pour le reste de la mission. La proposition consiste donc à répartir les rôles. On conçoit une version trapue de Starship HLS qui n'effectue pas la TLI. Cet atterrisseur serait lancé en orbite terrestre basse et s'arrimerait à un remorqueur translunaire ou à un étage de propulsion séparé chargé de réaliser la TLI. Une fois en NRHO, le HLS compact n'a besoin que de suffisamment de propergol pour descendre à la surface lunaire et revenir, soit de l'ordre de 400 tonnes de métallox. En supprimant tout le matériel et les réservoirs nécessaires à la TLI, la masse sèche de l'atterrisseur chute fortement, ce qui entraîne toute une série d'avantages en cascade. Le véhicule devient plus court, avec un centre de gravité plus bas, ce qui améliore la stabilité à l'atterrissage et simplifie des systèmes comme l'ascenseur pour l'équipage. La marge de ΔV aller-retour entre la NRHO et la surface lunaire grimpe à près de 700 mètres par seconde, offrant une bien plus grande flexibilité opérationnelle. Plus important encore, la quantité totale de propergol requise par mission diminue considérablement, ce qui se traduit par moins de lancements de ravitailleurs en orbite terrestre et une chaîne logistique globale beaucoup plus simple. Cela dit, cette architecture n'est pas exempte de défis. Il faut désormais effectuer une manœuvre de TLI à haute énergie alors que le HLS compact est arrimé au remorqueur translunaire. Cela signifie que deux engins spatiaux massifs volent et brûlent leurs moteurs ensemble, quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Cela nécessiterait un système d'amarrage nez à nez extrêmement robuste, capable de supporter des poussées élevées pendant plusieurs minutes, ainsi qu'un logiciel de guidage et de contrôle d'une précision extrême pour maintenir la stabilité de l'ensemble. Malgré tout, en développant un atterrisseur plus petit basé sur l'architecture Starship, on obtient une navette très pratique pour transporter des équipages entre l'orbite lunaire et la surface, et potentiellement une variation du même concept pour Mars. On aboutit naturellement à un système à deux véhicules, une navette légère et réutilisable pour l'équipage et un cargo lourd à usage unique. Cela s'intègre parfaitement dans une stratégie à long terme pour la Lune et Mars. Cela réduit les besoins en ravitaillement et le propergol dans l'espace restera l'un des paramètres les plus coûteux, même si Starship devient lui-même très bon marché. Mieux encore, cette approche pourrait être construite à partir des mêmes composants et lignes de production que SpaceX utilise déjà. Elle renforce l'architecture globale au lieu de la bricoler avec un véhicule unique, utile uniquement pour quelques missions de reconnaissance initiale. L'autre élément que je trouve vraiment intéressant est ce qu'ils appellent le Starkicker. Il faut l'imaginer comme un deuxième étage sans coiffe, ni même véritable section de charge utile. À la place, il dispose d'un adaptateur d'étage permettant de fixer soit un Starship complet, soit une navette habitée plus compacte au-dessus. Cela ajoute effectivement un troisième bloc de construction à l'architecture et ouvre la porte à une bien plus grande flexibilité. Starship est si grand et si modulaire qu'on peut commencer à le traiter comme des briques Lego plutôt que comme une fusée unique et figée. Dès lors que l'on accepte le ravitaillement dans l'espace, toutes sortes de profils de missions étranges, mais techniquement possibles, deviennent soudainement envisageables. Le Starkicker est essentiellement un Starship dépouillé. Pas de coiffe, pas de soute, uniquement des moteurs et des réservoirs de propergol, avec un autre vaisseau spatial posé directement au-dessus.
Son seul rôle est d'agir comme un énorme booster spatial. Il n'atterrit pas, ne revient pas proprement. Il brûle simplement tout ce qu'il a pour donner une impulsion massive au reste de l'ensemble. Dans ce scénario, on lance d'abord le Starship lunaire, HLS, en orbite terrestre basse, et on le ravitaille complètement. Séparément, on lance le Starkicker et on le remplit lui aussi. Une fois les deux véhicules pleins, on les amarre ensemble, le Starkicker sous l'atterrisseur lunaire, essentiellement comme un étage supplémentaire, mais assemblé en orbite plutôt que sur le pas de tir. Lorsque l'équipage est à bord et que tout est connecté, le Starkicker allume ses moteurs et envoie l'ensemble sur une trajectoire directe vers la Lune, potentiellement jusqu'à l'orbite lunaire, voire vers la phase de descente. Après cette manœuvre, le Starkicker est pratiquement hors d'usage. Il n'est pas détruit, simplement abandonné sur une orbite peu pratique, et il est donc traité comme consommable pour cette mission. À partir de là, le Starship lunaire effectue les opérations habituelles sur la Lune. Les astronautes atterrissent, sortent, accomplissent leur mission, puis le même véhicule retourne entièrement en orbite terrestre basse en utilisant uniquement ses propres moteurs. Pas d'étage de remontée, pas de véhicule de retour séparé, juste une propulsion brute et une énorme quantité de carburant.